Bonjour. Nous ne pouvons pas nous réunir comme prévu à Genève et à Lausanne pour écouter l'auteur Vincenzo Todisco et son traducteur Benjamin Pécou, que nous aurions dû accueillir le mercredi 4 novembre à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne et le jeudi 5 novembre à la Bibliothèque de la Cité à Genève. Nous vous proposons donc de vous offrir un extrait virtuel que vous pourrez regarder depuis chez vous. La lecture que vous allez entendre fait partie du cycle Ses voisins inconnus, organisé par la Literaturhaus de Zurich, en partenariat avec le Centre de traduction littéraire de Lausanne, la Bibliothèque municipale de la Cité à Genève et la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. Ces manifestations sont soutenues depuis de longues années par la Fondation Oertli, que nous remercions. Avant d'entrer dans le texte et d'écouter des extraits de L'Enfant lézard, donc ce livre qu'on présente aujourd'hui, en voici la version française. Il est paru cette année aux éditions Zoé, donc dans la traduction de Benjamin Pécou, et il est paru en allemand. Je vous montre la version allemande chez Rotpunkt Verlag en 2018. Et en français, ce livre fait partie de la collection CH. Mais avant de parler plus précisément de ce livre, j'aimerais vous présenter nos invités que nous rencontrons de manière virtuelle aujourd'hui. Vincenzo Todisco est né en 1964 dans une famille de travailleurs italiens à Stans, en Suisse allemande. Il a étudié le français et l'italien à Zurich et vit aujourd'hui dans la région de Coire, où il enseigne à la Haute École pédagogique et, bien sûr, où il écrit. Il parle couramment les 4 langues nationales. L'Enfant lézard, Das Eidechsenkind, en allemand, c'est le premier roman que Vincenzo Todisco a écrit en allemand. Avant cela, il a publié plusieurs livres en italien qui malheureusement n'ont pas encore été traduits en français. Et donc ce roman en allemand qui est paru en 2018, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a été nominé pour le prix de littérature suisse la même année. Pour le prix suisse de littérature, pardon. Benjamin Pécou, lui, est né en 1981 et il vit à Lausanne. Il est sociologue de formation et lui-même écrivain. Donc, il traduit de l'allemand vers le français et nous l'avons déjà reçu dans le cadre de ces rencontres il y a quelques années avec l'écrivaine Meral Qureshi pour sa traduction de Des éléphants dans le jardin. Outre son activité de traducteur, donc Benjamin Pécou est également écrivain et il est membre du collectif d'auteurs Caractère Mobile qui a publié l'année dernière le recueil Au village. J'aimerais vous parler donc un petit peu de ce livre, donc, qui s'intitule en français L'Enfant lézard. Qui est l'Enfant lézard? C'est le personnage principal du roman. C'est le fils de saisonniers italiens qui n'ont pas le droit de faire venir leur famille en Suisse. Donc, les parents de l'enfant lézard habitent en Suisse, l'enfant aussi, mais l'enfant n'a pas d'existence légale, n'a pas le droit de se trouver en Suisse. Donc, il va se cacher dans l'appartement, dans tous les recoins dans la maison dès que quelqu'un entre. Donc, il trouve beaucoup de cachettes différentes. Il se faufile de plus en plus dans ces cachettes-là. Physiquement, son corps va prendre l'empreinte de cette existence. Donc, ce roman nous présente la vie des saisonniers italiens en Suisse dans les années 60 et celle aussi des habitants et des habitantes de tout l'immeuble dans lequel la famille de l'enfant lézard habite, puisque toute l'histoire va nous être racontée de la perspective de l'enfant qui n'a accès à la vie de ses parents et à la vie de ses voisins seulement depuis sa cachette. Donc, il va regarder par les failles, par des trous, ce qui va se passer. Et parfois, il va se faufiler hors de l'appartement, mais c'est vraiment une vue de l'intérieur et donc une vue qui ne peut pas être complète parce que l'enfant lézard n'a pas accès à tout ce qui se passe. Donc, ce roman nous offre la fresque d'une époque, mais dans la mesure, comme j'ai dit, où il a une dimension fragmentaire, il illustre aussi une souffrance de l'intérieur, une souffrance de quelqu'un qui n'a pas accès à cette vie, en fait, à cette époque qui est racontée. Et on voit que la situation de l'enfant lézard, l'injustice de cette situation va s'inscrire de plus en plus dans son corps et également dans son comportement.
Mais je ne vais pas vous en dire plus. On va discuter tout à l'heure plus précisément de ce livre avec l'auteur et le traducteur. Je vous propose d'abord d'en écouter des extraits en allemand et en français. Donc, Vincenzo, Benjamin, à vous. Bonjour, aussi de ma part, merci beaucoup. Je vais vous lire le début du livre en allemand, donc dans la version originale. Je peux dire aussi que le livre a aussi paru en italien, en version italienne, et c'est moi-même qui, je ne dis pas qui a fait la traduction parce que c'était pour moi pas une traduction, qui a écrit le livre aussi en italien. Mais maintenant de l'original en allemand. Das Kind macht zuerst das linke und dann das rechte Auge auf. Es hat den Kopf an 2 Orten, einmal in Ripa, wo ihm nichts geschehen kann, und einmal in der Wohnung, wo es die Schritte zählen muss. 4 Schritte sind es bis zum Tisch, 2 bis unter die Kredenz, ein langer Schritt bis zur Spüle, und dann sind es 10 kurze Schritte hinaus aus der Küche bis in die Mitte des langen Korridors. Am weitesten ist es bis zur Stanza in Fondo, dem hintersten Zimmer. Genau 23 Schritte müssen das Kind im äußersten Notfall bis zum Schrank dort bringen. Auch im Freien will das Kind die Schritte zählen. Dort schießt ihm aber das helle Licht ins Gesicht und macht es blind. Nachts kommen die Wölfe, dann müssen die Schritte leise sein. Die Wölfe finden das Kind fast immer. Sie beugen sich über das Bett und fletschen die Zähne. Das Kind ruft leise nach Nonna Sunta, die weit weg in Ripa wohnt. Das Kind hört Nonna Suntas Stimme. Sprich mit mir, flüstert sie. Sprich mit mir und mach deine Fäuste, dann tun dir die Wölfe nichts. Ça, c'était donc le commencement du livre. Et moi, bonjour tout d'abord. Merci pour l'invitation. Je voulais vous lire un passage en français, un petit peu plus loin, lorsque vient dans l'appartement où habite l'enfant Lézard et ses parents, vient le padrone, qui est l'employeur en fait, qui emploie des saisonniers sur les chantiers dans le pays d'accueil. Jacob Dur s'est annoncé pour parler avec le père. Les parents pressent l'enfant d'aller dans la stanza in fondo, mais il résiste, il veut rester à la cuisine et regarder les bottes du padrone. Il file sous le buffet. Le père et la mère se mettent à genoux, posent leurs joues contre le sol, tendent la main en direction de l'enfant, attrapent même le manche à balai. La sonnette retentit. Les parents sont saisis d'effroi. Ils se relèvent. La mère va ouvrir. L'enfant entend la voix du padrone qui tonne dans le couloir. Il aperçoit ensuite les bottes vertes qui battent le sol. Jacob Dur est fort comme un ours. Ses pas font trembler le buffet. Les verres et la vaisselle s'entrechoquent. Dessous, l'enfant ne moufte pas. Il est obligé de retenir longtemps sa respiration et compte d'avance le nombre de pas nécessaires pour fuir. Le padrone a des yeux derrière la tête, disent les parents. Rien ne lui échappe. Il est connu pour ses accès de colère. Sur le chantier, il peut se mettre en rage pour une broutille et fracasser des briques. Il parle un mauvais italien, rude et méprisant. Quand il est de bonne humeur, il plaisante avec le père, le surnomme le mafioso, et ricane, Cal, porte bien son nom. La mère tient toujours prête une assiette de pâtes pour le padrone. Dur se sert par la bouche pleine, et dessous le buffet, l'enfant a une vue directe sur la gueule du padrone et ses dents qui broient les pâtes. Les femmes des saisonniers surnomment le padrone Zampano parce qu'il leur rappelle le saltimbanque bourru qu'elles ont vu au cinéma. Il a le même regard patibulaire, le même torse qui, dans le film, permet à Zampano de faire éclater une chaîne en fer. Pour Dur, seules les affaires comptent. Il ne retire jamais sa tenue de travail, pas même le dimanche. Envers ses ouvriers, il se montre juste.
mais aussi exigeant et revêche. Le matin, il ouvre d'un coup de pied la porte de la baraque. Quand il parle, il hausse les sourcils. Merci beaucoup. Donc, on est rentré dans ce livre, on a entendu un peu l'ambiance de ce livre et j'aimerais commencer par poser une question à Vincenzo Todisco sur la perspective narrative que vous avez adoptée dans ce livre. Je me suis demandé qu'est-ce qui avait motivé votre choix, qu'est-ce qui vous avait donné envie de proposer cette fresque sociale, mais qui est d'une certaine manière fragmentée, puisque, comme je l'ai dit et comme on l'a entendu tout à l'heure, on a vraiment cette perspective depuis la cachette de l'enfant lézard. Donc, c'est seulement à travers lui que nous découvrons cette réalité sociale. Qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir cette perspective-là? Oui. Alors, avant ce livre, j'avais écrit encore deux romans en italien et qui s'occupent, qui thématisent quand même l'émigration italienne en Suisse. Et avec l'enfant lézard, je voulais conclure cette thématique en faisant une trilogie. Dans le roman avant, qui a le titre Rocco e Marittimo, c'est une histoire très épique, large aussi, parce que c'est l'histoire de deux familles qui sont venues de l'Italie en Suisse. Donc là, j'ai raconté vraiment l'histoire de cette immigration d'un point de vue très étendu, très large. Et pendant mes recherches pour écrire ce livre, j'ai parlé beaucoup avec des personnes, des anciens ouvriers, des émigrés. Et cette histoire des enfants cachés est toujours venue à la surface, mais j'ai vu que les personnes ne voulaient pas en parler. Et comme ça, quand j'ai décidé de conclure cette thématique en écrivant un troisième livre, j'ai eu envie de, pour une fois, aller en profondité et de m'occuper de façon beaucoup plus concentrée d'un aspect de toute cette histoire de l'immigration. Et la perspective d'un enfant qui a vécu cette expérience s'est imposée à la fin dans mon écriture et ce livre est né ensuite. Benjamin, peut-être une question pour toi. Est-ce que on a entendu dans la réponse de Vincenzo Todisco qu'il avait fait aussi des recherches historiques. Est-ce que toi, pour ta traduction, tu as aussi fait des recherches sur cette thématique qui est quand même assez mal connue, assez taboue même en Suisse, ou c'est une histoire que tu connaissais déjà, ou comment tu as fait avec ça? Non, sauf erreur, je ne connaissais pas cette histoire de ces enfants cachés en Suisse dans les années 70, 60, 70. Donc non, c'était une thématique nouvelle. Bon, les années Schwarzenbach, de l'époque des saisonniers, tout ça, je connaissais quand même, mais pas spécifiquement les histoires des enfants cachés. Après, non, j'ai pas fait des recherches spécifiques là-dessus. En fait, moi, je suis vraiment parti du texte et c'est ça qui, c'était le fondement. Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension documentaire du livre qui est très forte, en fait, et qui est, c'est un peu, je dirais, une des particularités, c'est que c'est à la fois très documentaire et tout à la fois, il y a cette fiction, presque cette créature presque fantastique par moment qui apparaît au cœur du documentaire. Et c'était, pour moi, c'était plutôt ça qui était compliqué et qu'il fallait travailler. C'était ces deux dimensions, rester dans le documentaire tout en ayant ces fenêtres un peu, mais en faisant bien attention justement de tenir ça. Peut-être pour rebondir directement avec toi sur ce que tu viens de dire, tu as parlé de ces deux dimensions, cette dimension effectivement presque fantastique. On a cette ambiance qui est très spéciale dans ce livre aussi, avec les chapitres où on a chaque fois comme un épisode aussi de cette vie, comme un peu un puzzle qu'on est en train de faire en fait pour voir cette espèce de mosaïque en fait d'impression de l'enfant lézard. Et comme tu dis, en même temps, cette dimension
fantastique, aussi pas mal de références, intertextuelles avec aussi cet enfant caché hein, qui devient presque pas un monstre, mais qui a quelque chose aussi comme ça d'une créature fantastique. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire par quel moyen linguistique tu as transporté cette ambiance? Comment tu as travaillé sur cette atmosphère particulière? Alors, je pense qui était pour moi compliqué, et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on a discuté avec l'éditrice Camille Lucher, qui édite les livres pour Zoé, c'était dans quelle mesure justement c'est une créature fantastique en fait. Et ça pose vraiment, ça me posait cette question régulièrement de est-ce qu'il faut plutôt tirer le vocabulaire, les formulations vers le langage qu'on utiliserait pour définir les reptiles ou la zoologie de façon générale, ou est-ce qu'on utilise des termes qu'on peut utiliser pour les humains, en fait, ou en particulier les enfants. Voilà. Est-ce que des enfants, on peut utiliser des ramper, par exemple? Bon, si on dit ramper, on ne pense pas immédiatement à un reptile, à un enfant rampe, évidemment. Mm. Et en fait, ouais, il est apparu que pour moi, ce qui était important, c'était que même si s'ouvrait cet imaginaire ou ce fantastique par petites fenêtres, comme ça, en fait, si on regarde bien chaque phrase, il n'y a pas un moment où ça n'est plus qu'un lézard. En fait, il n'y a pas une phrase où on ne peut pas parler d'un enfant. Voilà. Et c'est ça qui était compliqué, en fait, de jamais se laisser un peu partir ouais, dans cette métaphore et de ne pas en faire trop. Parce que c'est vrai qu'en tant que traducteur, quelquefois, on a envie de partir comme ça. Et puis, en fait, justement, il fallait rester dans le documentaire, en fait. Une question pour Vincenzo Todisco. J'ai lu dans une critique de la NZZ une phrase que j'ai trouvée assez intéressante qui disait que votre livre était politique, mais qu'il ne paraissait pas politique. En fait, qu'il n'y avait rien qui était affirmé ou qu'il n'y avait rien qui était, peut-être affirmé, c'est pas le terme, mais qui était souligné de manière très, très forte. Quelque chose qui est frappant, c'est que la Suisse, en tant que pays, en fait, n'apparaît pas en tant que tel. Enfin, c'est toujours Das Gastland, et puis en français, le pays d'accueil, qui a quelque chose. Voilà, on comprend très bien que ça se passe en Suisse, mais en même temps, c'est pas dit comme ça. Et il y a plusieurs allusions aussi à la politique de l'époque, mais qui sont de nouveau pas directes. Est-ce que pour vous, c'était… Alors, évidemment, ça joue avec la perspective de l'enfant, mais ce choix quand même du vocabulaire, par exemple, de ne pas nommer la Suisse en tant que telle, pour vous, c'était important ou qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Ouais. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça, pour le fait que je n'ai pas nommé les lieux, les années, même aussi les années sont seulement comme ça. Quelquefois, on a une date. Alors, une première raison, c'est que pour moi, c'était du départ, je voulais écrire une histoire universelle, c'est-à-dire c'est l'histoire de 7 enfants. Et c'est une chose qui se passe aussi ailleurs, probablement dans tout le monde, où il y a des enfants qui souffrent, qui sont cachés, qui doivent être cachés, qui n'ont pas une identité, qui sont clandestins. Ça existe aujourd'hui encore, si on pense aux sans-papiers, par exemple. Donc, pas seulement en Suisse, mais beaucoup d'autres parts, dans tout le monde. Donc, alors, pour moi, c'était surtout une histoire universelle, d'abord. Ensuite, si j'essayais de prendre toujours la perspective de l'enfant, qui ne voit rien de l'extérieur, qui n'entend rien de ce qui se passe à l'extérieur, c'est clair que on doit rester dans cette perspective et ne pas nommer les choses, parce que l'enfant même, il n'a pas de nom, il n'a pas d'âge, donc c'est une façon pour
pour le faire rester dans l'ombre et de ne pas lui donner une identité. Et troisièmement, quand je me suis documenté sur cette histoire, j'ai aussi vu et entendu qu'il y avait vraiment beaucoup aussi de solidarité de la part de la population suisse. Donc, il ne faut pas s'imaginer que la population était là à dénoncer ses familles, ses enfants. C'était le statut du saisonnier, il fallait le respecter, mais j'ai aussi vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui toléraient ça, des écoles même qui toléraient ça, des gens qui étaient très solidaires avec ces familles. Et pour respect aussi de cette Suisse-là, je ne voulais pas mettre le doigt contre la Suisse. Ce n'était pas ce que je voulais faire. Vous avez évoqué le fait que vous voyez ce roman comme la troisième partie d'une trilogie et donc les deux premiers romans, vous les avez écrits en italien et pourquoi celui-là, vous l'avez écrit en allemand? Parce que alors j'ai essayé d'abord de l'écrire en italien, mais j'ai vu que l'italien, alors mon italien à l'époque, parce que j'ai commencé à écrire ce livre, et j'ai employé 5-6 années pour écrire ce livre. Et à l'époque, mon italien littéraire, ou l'italien comme ça, est une langue très baroque, très emphatique, très, avec beaucoup de couleurs comme ça. Et l'allemand est une langue plus sèche, plus sobre, plus synthétique. Et je me suis aperçu qu'il fallait une autre langue pour écrire d'abord ce livre, une langue qui était beaucoup plus, en italien on dit asciutta, trocken, De sèche? sèche, oui, qui me permettait de travailler plus dans l'ombre d'une langue et de n'y pas mettre trop de soleil, comme il y a peut-être dans la lucertola, qui évoque même le soleil, luce, lucertola, tandis que Heidex, c'est quelque chose de plus sombre, caché. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que cette sécheresse, peut-être qu'avec Vincenzo de l'écriture, tu l'as ressenti, Benjamin, et comment tu t'as travaillé pour la faire passer en français? Parce que là, toi, du coup, tu n'avais pas le choix de la langue. Non, effectivement. Bah, disons que j'ai l'impression, enfin, il y a une petite anecdote, c'est que moi, je ne suis pas germanophone, bilingue, je veux dire. Et souvent, il y avait des phrases en allemand que je lisais et je ne savais pas exactement quel niveau de langue c'était. Je me posais la question et souvent, je demandais à mon amie qui, elle, est bilingue et je lui lisais la phrase comme ça. Elle me disait, des fois même, elle était dans une autre pièce et elle disait, c'est comme ça dit. Elle m'a dit vraiment de très nombreuses fois, elle disait, c'est comme ça qu'on dit, pour expliquer euh, le registre de langue de la phrase à propos de laquelle je posais la question. Et puis, je crois que ça dit assez bien, en fait, la langue qui est travaillée dans ce livre, c'est pas, voilà, des fois je me pose la question, mais est-ce que c'est un registre très oral? Mais en fait, c'est pas oral. Est-ce que c'est une sorte de langue enfantine qu'on développe euh, pour faire parler l'enfant? Mais c'est pas une langue enfantine de l'enfant. Est-ce que c'est une langue littéraire, une création un peu comme tu disais, Vincenzo, qui pourrait être vers le baroque ou du moins une création un peu ex nihilo de l'auteur? Mais c'est pas non plus ça. Et il fallait trouver un peu une voie. Et justement, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Et puis, c'est ça que j'ai essayé de faire, en fait. Alors, souvent, ça prend beaucoup plus de temps. C'est pas plus facile, en fait. C'est quelquefois plus compliqué de rester dans quelque chose. Et moi, je me suis un peu imaginé, c'est un petit truc pour traduire, mais qui n'était pas, qui est une création pure, une fantasmagorie de ma part. Mais c'était un peu comme je me suis imaginé quelquefois la langue d'un allophone, c'est-à-dire la langue française de quelqu'un qui a appris le français
Parce que c'est souvent ça, en fait, quand on apprend une langue, notamment dans la vie courante, ben, en fait, au début, on parle, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire, voilà, on entend ce que les gens disent et on répète ce que les gens disent. Donc, j'essayais de me mettre dans ce type de langue qu'on pratique les formules qu'on est d'utiliser quand on apprend une langue ou des choses comme ça. Voilà, et c'était un peu une des voies techniques pour essayer d'entrer dans le français que je cherchais, quoi. Qui est totalement artificiel, mais c'était pas du tout. Je me disais que ça fonctionnait aussi assez bien avec l'idée que c'est une histoire racontée en français, donc une langue du pays d'accueil, à propos de quelqu'un qui n'est pas du pays d'accueil. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai essayé de travailler, quoi. Ouais. Et Vincenzo, quand vous l'avez traduit, vous dites que vous ne l'avez pas traduit, vous l'avez écrit en italien, mais en même temps, c'est quand même vous êtes quand même parti d'un texte qui existait. Est-ce que là, vous avez plus trouvé l'italien qui correspondait à ce que vous vouliez, que vous aviez pas réussi à trouver au début où vous êtes passé à l'allemand, ou comment vous avez vécu cette expérience d'auto-traduction ou de réécriture, comme vous l'avez peut-être défini au début? C'était très, très dur, très difficile à faire parce que j'avais la tonalité, la musicalité de l'allemand qu'il fallait maintenant, mais c'est la même chose qu'il a dû faire Benjamin, de la transporter dans une langue euh, qui n'est pas l'allemand, mais qui en même temps est une des deux mes langues maternelles, parce que je suis né, j'ai passé les premières années de ma vie avec l'italien, mais j'ai très tôt aussi appris l'allemand donc le suisse-allemand, mais pas le Hochdeutsch. Donc je suis bilingue. La seule différence, c'est que l'italien a été toujours comme ça la langue. Je dis toujours que c'est la langue du ventre parce que c'est la langue des affects et des sentiments comme ça, de l'enfance, de souvenirs, tandis que l'allemand était toujours plutôt une langue de tête, une plus rationnelle qui me servait pour le travail, pour les lectures et comme ça. Et donc, il fallait vraiment essayer de faire descendre la langue de tête dans le ventre. Et c'était pour moi vraiment à la fin une façon de changer ma façon d'écrire en italien. Donc je crois que à travers le filtre de l'allemand, c'est maintenant une autre manière, une autre façon d'écrire en italien, une manière beaucoup plus euh, qui me permet maintenant d'utiliser moins de mots, d'être moins baroque en italien et de dire les choses avec comme ça la synthèse qui est propre de l'allemand. Et ça, donc, cette expérience de traduction, vous direz qu'elle influe aussi durablement sur votre écriture en italien ou c'est quelque chose qui est propre à la traduction de ce livre-là, ce que vous venez d'écrire? Je crois que l'écriture d'un auteur s'évolue continuellement et donc ça c'est, je crois, un pas important. Bon, je ne sais pas. Alors, je crois que maintenant, à partir de maintenant, j'irai alterner écriture en italien et en allemand parce que les deux langues sont maintenant dans le ventre. Donc, je veux qu'ils restent là. Et je suis curieux de voir maintenant le prochain livre, la prochaine histoire que je vais écrire en italien, comment je me sens dans l'écriture, mais je pense vraiment que quelque chose a changé et c'est quelque chose qui a changé durablement. Et, et Benjamin, comment c'était je ne sais pas si vous avez beaucoup communiqué pendant la traduction, si vous avez échangé. Et donc, tu travailles avec un auteur qui a aussi traduit son livre, donc qui a aussi la casquette du traducteur en l'occurrence. Comment a été cette expérience-là pour toi?
On n'a pas beaucoup échangé pendant que moi j'ai traduit. Je sais que Vincenzo avait très envie d'avoir la traduction française pour, euh, parce que lui faisait la traduction italienne derrière. Euh, moi, je parle pas l'italien, donc j'ai pas lu ces livres précédents en italien. J'ai lu en allemand. Et donc, voilà, c'est- c'était pas très présent, mais c'est vrai que ça posait des questions. Moi, ce qui m'intrigue, c'était aussi le fait qu'il y avait toute une série de mots, de marqueurs de l'italien dans le texte allemand. Euh, et puis ça, c'est aussi quelque chose qui m'intrigue. Enfin, parce qu'il reste en fait des traces de cet italien dans l'allemand de ton livre. Et je sais pas, en fait, je réponds pas vraiment directement à la question, mais ça m'intrigue en fait plutôt comment tu as fait finalement, pourquoi et comment tu gardais ces traces d'italien, ces mots comme nonna assunta, comme on a un peu lu, padrone, etc. Luciato, là. Finalement, ça doit être assez intriguant quand on parle les deux langues, de conserver les teintes italiennes, je sais pas. Oui, il est vrai que j'ai pressé Benjamin pour avoir la traduction française parce que je pensais que la traduction française va m'aider aussi dans la traduction de l'italien. Elle m'a aidé naturellement parce que quand il y avait des passages où vraiment là je ne trouvais pas comment le dire en italien, alors j'allais regarder un peu aussi comment Benjamin avait fait en français parce que c'est quand même une langue romane comme l'italien. Mais à la fin, c'était aussi très compliqué d'avoir trois langues. Euh, il y a des différences, il y a aussi des similitudes. Une petite chose peut-être en italien, c'est justement au début du livre. En allemand, on peut commencer avec das Kind, öffnet zuerst das linke und dann das. Et donc là, c'est pas clair pour la lectrice, pour le lecteur, si c'est masculin, si c'est féminin. Et ça permet de cacher encore plus fortement l'identité de l'enfant. En italien, je suis obligé du premier mot, il bambino, déjà à dire l'identité. Et en français, c'est un peu comme l'allemand, parce que l'enfant, ça peut être féminin ou masculin. Alors là, c'est quelque chose où le français est peut-être plus proche de l'allemand. Et l'italien m'a obligé, à partir du début, de révéler déjà l'identité de l'enfant. Et ça change complètement la perspective qu'on doit prendre pour écrire. Parce que si je peux cacher l'enfant et ne pas dire si c'est un garçon ou une petite fille, ça me permet de travailler de façon complètement différente. Je propose que comme on est en train de parler de justement ce texte italien, je vous propose d'écouter encore deux extraits du texte, donc un extrait en italien et ensuite un extrait de la traduction française. Alors, je vais vous lire un petit passage du livre de la version italienne qui est sorti pour les Armando Dadò Editore avec la même image qu'il y a aussi dans la version allemande. Et c'est le passage où le petit enfant qui au début est encore quelquefois en Italie chez sa grand-mère et quelquefois il est en Suisse caché naturellement. Et la grand-mère, elle commence à voir, à apercevoir que quelque chose change dans le comportement de cet enfant. Et donc, elle commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Il est étrange. Et en le observant, elle voit qu'il commence à se mouvoir, à se comporter comme un lézard, comme una lucertola.
E così conti i passi? Chiede nonna Assunta. Il bambino le dice di chiudere gli occhi, la prende per mano e la guida attraverso il piano superiore, contando i passi ad alta voce. Li conta anche di notte, quando nonna Assunta, prima di chiudere la porta con il catenaccio, fa un giro attorno alla casa. Il bambino ascolta e conta. Verso mezzogiorno il bambino si mette al sole e ascolta immobile il fruscio del vento e il finire dei grilli. Nonna Assunta lo osserva da dietro la finestra. Di colpo, come se desse ascolto a un richiamo, il bambino balza in piedi e guizza via dentro la casa. Nonna Assunta dice che il bambino è come una lucertola. Dice che la lucertola striscia di qua e di là, attenta ad ogni rumore e movimento, registra tutto quello che la circonda, si ferma un momento come impietrita e quando fiuta un pericolo si infila in una fessura, veloce come un razzo. Il bambino è così. Nonna Assunta gli dà il nome lucertola. Nonna Assunta sa come guardare dentro al bambino, sa come parlargli anche quando lui è lontano. E quanto più spesso anche i parenti e la gente di Ripa dicono lucertola al bambino, tanto più lui rimane in agguato a osservare le lucertole. Attende pazientemente davanti a una fessura del muro fino a quando non scorge una piccola testa, occhi vigioli, l'agile movimento della lingua. Il bambino osserva il collo squamoso che si gonfia e si abbassa al battito del polso. Lascia che la lucertola esca dal buco per intera. Aspetta il momento giusto per acchiapparla, ma ogni volta la lucertola è più svelta della mano del bambino e in un batter d'occhio sparisce dentro un'altra fessura. In autunno a Ripa si alza un vento sabbioso che a nonna Assunta fa paura perché stringe la gola del bambino, causandogli una tosse limacciosa. Con le mani alzate al cielo, la nonna ordina al bambino di tornare in casa. Si confida con la mamma dicendole che il bambino ha qualcosa che lo tormenta. Le chiede se si è accorta di come si muove. Quando voltano l'angolo, gli altri bambini fanno una curva. Il bambino lucertola invece disegna un angolo retto in modo da poter contare ogni singolo passo. Nonna Assunta vede cose che gli altri non vedono. Merci. Alors, comme ça, tu comptes les pas, demande Nonna Assunta. L'enfant lui dit de fermer les yeux, et il la prend par la main et la conduit à travers l'étage en comptant les pas à voix haute. La nuit aussi, il compte les pas de Nonna Assunta qui fait un dernier tour de la maison avant de fermer le verrou. Il tend l'oreille, compte. Vers midi, l'enfant s'accroupit au soleil et écoute immobile le vent et le chant des grillons. De temps à autre, Nonna Assunta jette un œil par la fenêtre. Soudain, l'enfant bondit et, comme s'il suivait l'appel, file derrière la maison. Tu ressembles à un lézard, dit Nonna Assunta. Le lézard avance les sens en alerte, il enregistre tout ce qui l'entoure, se fige un instant et, au moindre signe de danger, disparaît dans un trou à la vitesse de l'éclair. Exactement comme l'enfant, elle le surnomme Lucertola. Nonna Assunta peut voir à l'intérieur de lui, peut parler dans sa tête. Et plus la famille et les voisins l'appellent Lucertola, plus l'enfant passe de temps à épier les lézards. Il patiente face à une fente du mur jusqu'à ce qu'il aperçoive la petite tête, les yeux attentifs et la langue agile. Il contemple le cou écaillé qui gonfle et se rétracte à chaque pulsation. Il laisse le lézard sortir entièrement de son trou, attend le bon moment pour l'attraper, mais l'animal est toujours plus rapide que sa main et disparaît en un clin d'œil dans une autre fente. À Ripa, l'automne voit arriver un vent sablonneux que Nonna Assunta redoute car il noue les poumons de l'enfant et provoque une toux grasse. Elle lève les mains au ciel et crie à l'enfant de rentrer dans la maison. Elle murmure à la mère que son gamin est tourmenté. Est-ce qu'elle a remarqué sa façon étrange de se déplacer? Quand il passe le coin de la rue, les autres enfants tracent une courbe, lui un angle droit, parce qu'il veut compter ses pas.
Nonna Assunta voit des choses que d'autres ne voient pas. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'être venu virtuellement. Donc aujourd'hui, je suis très contente qu'on ait pu faire cette lecture malgré les circonstances. Et j'espère beaucoup que la prochaine fois que nous organiserons une lecture des voisins inconnus, ce sera en chair et en os. J'espère qu'on aura l'occasion de vous inviter tous les deux encore une fois en live à Lausanne et à Genève. Donc, continuez à écrire, profitez du temps qui nous est offert d'une certaine manière. Et j'espère vous retrouver bientôt et j'espère vous retrouver aussi, cher public, bientôt en vrai à Lausanne et à Genève. Merci et courage à tous. Merci. Merci.